Ok, nous live sur Facebook et nous live sur showcarella.com, nous live sur Zeno, live dans 605 562 90 33. Et nous annonçons pendant toute semaine là. Invité le matin, c'est Kémy Seba. Kémy Seba, son gros coquin de chaîne personnalité qui est avec nous et il est de passage en Haïti pour la promotion de son livre Obscure Époque, inspiré de faits réels, côté que lui-même parler de vision, parle de façon que lui ouais justement que mondialisation crée des sociétés malades et comme un gros promoteur de la négritude et c'est pratiquement ouais, comme une grande figure du radicalisme noir et français et du panafricanisme moderne. Donc Kémy Seba en Haïti et c'est tout un honneur justement pour nous gagner là avec nous. Kémy, bonjour et bienvenue en Haïti et bienvenue sur Showcarella. Bonjour mon très cher frère. Bien. Ça va très bien, c'est un honneur. Je ne peux pas commencer cet entretien sans préciser que c'est un honneur pour moi, un double honneur. Premier honneur d'être présent sur cette terre sainte pour la cause noire qu'est Haïti. Parce que c'est notre Vatican à nous, c'est notre Mecque à nous en tant que résistants de cette cause. Et vous êtes les gardiens de cette capitale sacrée pour nous. Et double honneur parce que Showcarella, j'entends parler de cette émission, ça va te surprendre, mais depuis déjà très longtemps. Ah, merci, ça. Et de très loin, je vois des Haïtiens qui me disent, le jour où tu vas en Haïti, frère Kémy, si tu ne passes pas sur Showcarella, c'est que tu n'es pas allé en Haïti. Et donc, être ici, présent, avec, en direct avec à la fois avec les auditeurs et les téléspectateurs, c'est un bonheur, un honneur. Et je ne remercierai jamais suffisamment le Tout-Puissant et l'Assemblée exaltée en dessous d'elle que nous appelons ici les ancêtres, d'accord, pour leur bienveillance et pour leur permission que nous puissions mener à bien notre mission. Voilà, tout à fait. C'est pour moi un honneur et un plaisir aussi de t'avoir à mon émission. Sur ta page Facebook, tu as posté Arrivé sur la terre de Dessalines, Bookman, Toussaint Louverture, félicité Christophe. Et puis ensuite, une semaine à l'avance, tu as posté Mon voyage en Haïti s'apparente à un pèlerinage en terre de résistance africaine. Donc en fait, en détail, Haïti représente quoi pour toi? Haïti est pour la cause noire ce que le Vatican est pour le christianisme, ce que la Mecque est pour l'islam. Et être présent ici, dans une nation qui a montré la voie de la résistance à tout un peuple, pas simplement au peuple d'Haïti, au peuple africain, au peuple originel aux quatre coins du monde, qui a montré la voie de la résistance aussi aux Sud-Américains. Rappelons comme nous du propos d'Hugo Chavez, qui honorait de manière systématique Haïti, qui savait qu'Haïti était un symbole de résistance pour tous les peuples opprimés. Et être présent ici aujourd'hui, voir cette communion incroyable avec le peuple, avec cette jeunesse un peu partout, hier, avant-hier, avec les étudiants universitaires, avec les jeunes de la rue, pour moi c'est rien d'autre que la quintessence de notre combat. Ce que je ressens ici, c'est la raison pour laquelle je me suis engagé il y a de cela 17 ans dans cet activisme politique qui est par la suite devenu un activisme philosophique, un activisme culturel aussi. Et je ne remercierai jamais suffisamment, je le dis, je le répète, le Seigneur des mondes pour me permettre de croiser cette route. J'ai dû faire je ne sais combien de pays, peut-être 80 pays ces dernières années. Je pense qu'on a fait le tour du monde quasiment. Il ne nous manque plus que l'Asie avec l'Inde, on va faire au mois d'août, pour avoir fait, je pense, les quatre coins du monde. Mais ce que je ressens ici, c'est un petit peu, et je vais faire une comparaison provocante, je comprends ce que Mohamed Ali ressentait lorsque ce dernier allait au Congo. Ce que je ressens à Haïti, ce que je ressens dans les rues ici, ce que je ressens avec cette jeunesse. Il n'y a pas de mots pour exprimer tout cela. Et cet amour qui est présent ici, je suis obligé de le dire parce que je pense que c'est nécessaire que ceux qui ne vivent pas ce que nous vivons au quotidien ici, cet amour que nous vivons ici n'est rien d'autre que l'illustration du fait que notre peuple est en train de se lever. Certains voudraient nous voir sous hypnose, mais je pense que l'hypnose a été depuis un certain temps brisée. Voilà. Et tu as toujours
après le tremblement de terre. Et tu as même condamné justement l'action humanitaire pour venir en aide aux sinistrés d'Haïti. Bien, j'ai fait mes recherches. Justement, mais venir ici, ça a pris du temps en fait. 17 ans de combat, mais finalement, tu es au pays. Pourquoi ça a pris autant de temps? Je pense que j'étais à Haïti depuis ma naissance. Je pense qu'ontologiquement parlant, Haïti est dans mon ADN. Mon ADN politique, mon ADN spirituel, mon ADN intellectuel. Haïti a guidé mes pas. C'est parce qu'il y a eu des Dessalines, des Manduti, des Félicités, qu'il y a le tout petit Kémy Séba. C'est parce qu'il y a eu des aînés comme ceux-ci qui se sont levés comme Toussaint Louverture que cette cérémonie du bois et la cérémonie du bois caïman de Boukman, de Cécile Fatima. C'est parce qu'il y a des gens tels que ceux-ci qui s'inscrivent dans cette tradition originelle de la résistance que ce combat est entré dans mon cœur aussi. Je pense que les ancêtres voulaient aussi m'initier, parce qu'on ne rentre pas dans le bois sacré facilement. On ne rentre pas dans le bois sacré comme on rentre au McDonald's. Excusez-moi pour les marques, que je ne conseille pas d'ailleurs. Très bien, justement. Et ça aussi, c'est un symbole de résistance. Parce qu'on est dans un monde de globalisme. Certains disent de globalisation, je dirais même de globalisme. Et que Haïti ait toujours résisté à ces tentatives d'implantation de McDonald's et autres. Certains vont pouvoir croire que c'est banal. Mais c'est aussi une des illustrations qu'on est sur l'une des plus grandes terres de résistance. Croyez-moi. Et je pense que quand le temps est venu, il y a eu en 2014 Ouida. Je suis allé pour... Ouida est la capitale du vaudou. C'est aussi une terre de non-retour pour certains des nôtres. C'est une terre qui a été l'illustration de la division de la famille, puisque certains fils ont été arrachés à leur mère et à leur père. Et en entamant ce processus d'initiation au Vaudoun, au Bénin, je savais que la suite logique de cette dynamique ne pouvait être que l'atterrissage sur la terre sacrée de résistance qu'est Haïti. C'était quoi le premier geste lorsque tu as finalement touché le sol d'Haïti? Qu'est-ce que tu t'es dit, les pensées? Qui est-ce qui était venu t'accueillir à l'aéroport? Comment c'était? C'est 5 premières minutes, est-ce que tu pouvais me décrire? J'avais les larmes aux yeux, pour commencer, parce que, vous savez, quand vous allez sur une terre comme celle-ci, et que vous vous rappelez que vous descendez en avion, et que vos propres aïeux sont descendus à fond de cale, ont vécu, ont travaillé, il n'y avait pas les 35 heures pour nous, du matin jusqu'au soir, sous les coups de fouet, sous l'ostracisation de l'homme par l'homme, sous l'oblitération de l'homme par l'homme. Vous dites que vous venez aussi pour déchirer ce voile. Pas ce voile qui est présent dans les esprits de tout le peuple, non, pas du tout, je l'ai vu, au contraire. Mais le voile qui peut être présent encore dans l'esprit de certaines personnes extérieures qui voudraient pousser la population, où qu'elle soit, à croire qu'elle n'est pas unie. Nous sommes un. Et fouler ce sol, pour moi, m'a chargé de vibrations. J'ai senti comme une décharge électrique en arrivant ici. Et je l'ai dit à mes proches. J'ai senti que Haïti, c'est le monde du visible, mais c'est aussi le monde de l'invisible. Il y a des choses qui dépassent le cadre du strict physique, mais qui se situent dans le domaine, pour paraphraser un métaphysicien que j'aime bien, René Guénon, qui se situe sur le terrain de la métaphysique. J'ai rencontré des Hougans, j'ai rencontré des Mambo. Et je tiens à saluer, à donner toute mon affection à ces derniers, parce qu'ils sont les gardiens de notre tradition. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots pour exprimer ce que je... Et je pense même que je vais mettre des années avant de pouvoir mesurer l'impact que ce voyage aura, non pas simplement sur mon parcours, mais sur la cause de tous ceux qui suivent notre message, sur la cause panafricaine aux quatre coins du monde, dans la sphère francophone et au-delà. Pour parler un peu de ta mission, et normalement, lorsqu'on va sur Google et on cherche Kémy Séba,
il y a tellement de qualificatifs, bon, certainement les médias occidentaux, en France en particulier, justement, et vous attribuent de nombre de titres et de dénominateurs, je pourrais dire. Mais comment toi, en quelques mots, tu pourrais dire qui est Kémy Séba et un peu aussi définir ta mission, ton travail que tu as commencé 17 ans de ça? Alors, je te répondrai, mon très cher frère, déjà je te remercie pour la question. Que je suis une âme, comme nous tous, nous sommes des âmes qui sont là depuis très longtemps. Et dans cette sphère, dans ce cycle, on s'est réincarné dans des corps qui chacun ont leur mission. Je suis un chroniqueur géopolitique panafricaniste dans l'une des plus grosses chaînes sur le continent africain qui s'appelle la 2S TV. Et je suis un conférencier spécialisé sur les questions du panafricanisme, formé en philosophie par l'un des plus grands savants africains au XXIe siècle, qui est le professeur Grégoire Biogo. Et je suis un activiste politique, culturel aussi, de la cause du peuple originel, de la cause du peuple noir, du peuple africain par extension. Parce que quand on parle de Muammar al-Kadhafi, on a l'illustration que ça va au-delà d'une simple question de couleur. C'est une question d'état d'esprit. Et je suis venu à cette cause parce que cette cause est venue à moi. Je suis venu à cette cause parce que la négrophobie s'est présentée de la manière la plus violente parce que j'étais enfant à ma propre personne. Et je dis toujours que je ne remercierai jamais assez les négrophobes. Je ne fais pas partie de ceux qui luttent contre eux. Parce que je pense que ce sont des entités qui, sans s'en rendre compte, sont là pour permettre à l'homme noir de se réveiller et de se rappeler le rôle, sa présence sur Terre. Donc je suis un chroniqueur géopolitique, un activiste culturel, un activiste politique, qui a compris que le centre de gravité du pouvoir se situait sur le terrain de la société civile désormais, et non plus dans les sphères électorales complètement corrompues. Donc voilà, dans quelques lignes, ce que je pourrais dire. Je suis un fils de... Comme tu es un fils, comme nous sommes des enfants de tous ceux qui nous ont précédés. Et la rue a cette capacité à rapidement comprendre, intégrer et réaliser un certain nombre de choses, et je le vois de manière magique ici, un peu partout où nous allons désormais. On est en direct sur Facebook, il y a plus que 250 personnes à nous regarder là en direct. Et ça sera plus encore quand on va diffuser ça. Il y a certainement des questions qui sont posées. Peut-être je vais prendre cette question. Et comment voyez-vous le refus d'Haïti à l'adhésion de l'Union africaine? Alors, je vais préciser une chose. J'avais fait une chronique qui est d'ailleurs peut-être trouvable sur ma page officielle, si mon équipe a bien fait son travail, qui porte sur l'Union africaine. Où j'explique que tout panafricaniste conséquent et tout défenseur de la cause africaine qui agit de manière conséquente et qui est cohérent se doit de comprendre que l'Union africaine est financée à plus de 80% par des fonds non africains. Et donc, on dit toujours que main qui donne, main qui dirige. Et qu'à partir du moment où ceux qui financent majoritairement ne sont pas des amis de l'élévation du peuple africain et du peuple originel dans sa globalité, ils ne vont jamais faire en sorte de faciliter la fusion de la capitale du monde noir qu'est Haïti avec le reste de son royaume qu'est le continent africain. Et surtout, géographiquement, on est définitivement très déconnecté de l'Afrique. Géographiquement, mais en même temps, j'ai envie de te dire que le panafricanisme est né dans cette diaspora. Il est né ici, il est né un peu partout dans les Caraïbes, il est né dans les Amériques. Donc, ceux-là même qui vous disent que nous n'avons rien à voir, africains et haïtiens, déjà, ils ont, je pense, des problèmes de vue, à mon avis. Mais au-delà de ça, ce sont les mêmes qui prônent l'unité entre la diaspora juive et leur Israël, qui est une terre d'occupation. Donc, notre rôle est de comprendre que l'on doit fusionner. Pour moi, la véritable unité se fait ici, se fait dans les rues. Elle ne se fait pas à l'Union africaine, qui est constituée d'élites, qui intellectuellement parlant se d'élites, qui ne sont pas en harmonie avec les intérêts du peuple. Si tu fais un sondage dans les rues africaines, dans les rues haïtiennes, dans le monde noir de manière générale, sur quels sont ceux qui siègent à l'Union africaine, tu auras un sondage spectaculairement puissant en termes d'ignorance de la constitution de ce groupe-là, parce qu'il ne représente pas la masse. Donc, je pense que Haïti devrait être content, et je pense que ça va arriver de toute façon, mais
devrait se réjouir que l'Union africaine, qu'il y ait des petites difficultés, parce qu'il ne faut pas être pressé de rentrer dans une maison qui objectivement ne représente pas le peuple. Pour moi, l'Union africaine, c'est vous. Moi, je siège à l'Union africaine quand je suis ici avec vous. Je siège à l'Union africaine quand je suis dans les bidonvilles ou dans les ghettos sur la terre-mer. Je siège à l'Union africaine quand je marche dans les rues, à Bruxelles, à Paris, dans les quartiers noirs, paupérisés à Londres. Je suis dans l'Union africaine quand je suis avec la masse. Et je pense que c'est parce que cette Union africaine, j'ai compris où elle se situait, que je ressens et je reçois toute cette force, cette énergie et cette affection de bon nombre de frères et sœurs un peu partout. Parce qu'on a compris que le vrai pouvoir, c'est la rue qui l'a. En parlant d'affection, tu as rencontré des étudiants à ton arrivée. C'était une surprise pour toi de savoir qu'il y avait des adeptes, je pourrais dire, de Kémy Séba en Haïti. Je dirais des frères. C'est vrai que tu dis adepte, tu sais, en France, ces mots sont très chargés. Donc, ils ont essayé de nous présenter en secte à l'époque où on réunissait moins de personnes. Maintenant qu'on en réunit plusieurs centaines de milliers, c'est difficile qu'ils disent adepte. Donc, je dirais ses frères. J'ai été, encore une fois, je disais à mes frères et sœurs que j'étais évidemment bouleversé de... Vous savez, quand j'ai commencé en banlieue parisienne, je ne suis pas issu, je le précise toujours, parce que je ne fais pas partie des gens qui aiment s'inventer des passifs. Je suis issu à la base d'une famille comme Che Guevara, comme Frantz Fanon, comme Kwame Nkrumah, comme l'immense, une grande majorité, même comme Malcolm, qui était issu d'une famille de lettrés. Mon père est médecin, c'était un grand médecin. Et je suis tombé dans la rue comme Bouddha est sorti du palais et s'est assis sous l'arbre. Et c'est en tombant dans la rue que je me suis forgé et formé. D'abord parce qu'il y avait quelques tensions dans la famille et il fallait que je me forge dehors. Et après, cette rue est devenue mon deuxième manteau. Et donc, lorsque j'ai pris conscience des choses, j'étais aux États-Unis, j'ai commencé chez les Black Muslims, la Nation of Islam, après je m'en suis éloigné. Mais la rue de France est devenue mon terrain favorable pour exprimer mes idées. Au départ, mon combat était un combat de défense du droit des Noirs strictement urbain. On n'était pas encore dans une vision globale du panafricanisme. J'ai commencé, j'avais 18 ans, 17 ans. Donc, oui, mais mon âme est très vieille. Mon âme est très vieille. C'est pour ça que parfois je marche dans des endroits que j'ai l'impression d'avoir déjà vu. Et je pense que c'est notre cas, nous tous ici présents. Et les épreuves ont fait que je me suis... plus le temps a passé, je pense que c'est ça aussi l'initiation. Comme disait ma très chère sœur Baina Bello. C'est être capable de transcender les épreuves et s'élever en fonction de celles-ci. Transformer les obstacles en tremplin, c'est ce que je dis souvent. Lorsque l'adversité croit vous noyer, répondez-lui qu'en réalité elle vous apprend l'apnée. C'est la dynamique dans laquelle je me situe depuis le départ. Et c'est ce qui m'a emmené du bitume de banlieue parisienne, bitume noir de banlieue parisienne, au monde noir dans sa globalité, aux 4 coins du monde. Voilà. 2 livres. On a été 3, mais là j'en ai que 2 à te présenter. Voilà, Supra-Négritude, et puis le dernier. Et tout petit, mais plus fort certainement. Je dirais, je ne sais pas s'il est plus fort, parce que Supra, ça va être difficile, ça a été mon best, hein, c'est l'heure en termes de vente. On a vendu énormément. Obscure Époque, là, en 2 mois, on a écoulé les 2000 exemplaires, ce qui est pas mal. Et on est en train de continuer. Obscure Époque est une fiction géopolitique qui se veut tout public et qui essaie de vulgariser des thématiques aussi complexes que les manipulations d'État, l'instrumentalisation du terrorisme, l'instrumentalisation des tensions communautaires et la problématique du mondialisme et de l'identité. Et des retours qu'on en a, on a réussi, je pense, spectaculairement à éveiller un certain nombre de consciences, surtout diasporiques, il faut le dire, sur ce terrain, sur ces livres-là, en ce qui concerne ces différentes techniques de manipulation. Supra-Négritude et Black Nihilisme. Supra-Négritude raconte la genèse de mon parcours et la première partie de ma pensée, anti-victimisation et virilité du peuple, parce que sans autodétermination, et si on passe toujours notre temps à se victimiser, on ne va jamais rien faire. Et je dis toujours que le premier ennemi du noir, c'est pas l'Occident, c'est pas le premier ennemi du noir, c'est l'homme noir lui-même. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui nous mettons nos propres barrières. Et c'est pour ça qu'on me traite de raciste, parce que si je passais mon temps à dire que le problème était le blanc, je t'assure que j'aurais plus de compliments que ce que j'ai des pouvoirs dominants occidentaux. Tu aurais des racistes comme en fait, tu sais, bon, je pense que même la définition, on ne va pas faire une conférence, mais même la définition du racisme mérite d'être interrogée. Celui qui protège son peuple est raciste selon qui? Selon quel paradigme? Celui qui protège sa famille
est raciste devant quel paradigme? Donc moi j'ai toujours dit que ceux qui défendent leur peuple sans vouloir écraser les autres seront toujours mes camarades. D'Amérique du Sud au Moyen-Orient en passant par l'Afrique. J'ai un peu plus de distance critique avec l'Occident parce que l'Occident, le problème est qu'il est empêtré, ceux qui défendent leur peuple trop souvent sont empêtrés dans une dynamique de nostalgie de ce patriotisme du passé qui est lié au colonialisme. Et donc je dis toujours par exemple aux patriotes français, et quelques-uns que je vois, parce qu'il y a des gens d'extrême gauche qui sont des sympathisants, d'autres qui sont des nationalistes en France, je leur dis, si vous êtes dans une dynamique d'agir dans un nationalisme de gauche, dans un nationalisme lié au peuple et lié au tiers-monde, nous serons frères de lutte. Si vous êtes dans un nationalisme se voulant suprémaciste, avec votre vision de la suprématie blanche, comme le disait Rosa Oumel Plouribe, je serai votre ennemi. Mais je dis toujours que je préfère un nationaliste hostile à ma cause qu'un renard blanc qui se joue, qui prétend être mon ami, mais qui en réalité est dans une dynamique d'être paternaliste. Je le dirai toujours sur ce terrain-là. Donc voilà, pour répondre à ta question, je pense qu'on a... la situation dans laquelle on est installé est complexe et que cette situation nous pousse nous-mêmes à être enracinés plus que jamais sur un paradigme qui se doit d'être le nôtre en priorité. La femme occupe une importance stratégique dans ton discours. J'ai vu plusieurs interventions et dans le discours général de Kémy Séba, la femme est toujours présente. Pourquoi cette préoccupation? Comment décris-tu justement l'importance de la femme dans ton discours? Moi, je dirais que la femme, dans la société africaine, contrairement aux sociétés occidentales ou aux sociétés moyen-orientales, c'est le pilier de la société. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes des sociétés matrilinéaires de 1. Et j'irai même plus loin en provocation en disant que nous sommes des sociétés matriarcales à la base. La femme est le centre de gravité de nos familles. Vous allez en Afrique, et je pense qu'on va à Haïti, on va dans les Caraïbes, c'est la même chose. La femme est le poumon de la maison. Le père peut ne pas être là. Le père peut ne pas être aussi solide parfois. Mais la femme, c'est elle qui donne la vie à l'enfant. La femme, c'est celle qui donne l'orientation parfois même au mari. La femme, c'est celle qui donne l'orientation au quartier dans lequel elle vit. La femme a cette compréhension des choses que l'homme n'a pas sur bon nombre de points. C'est pas un hasard si l'autorité suprême, Dieu, a fait en sorte que ce n'est pas l'homme qui peut accoucher, mais la femme. C'est pas un hasard, cette réalité-là. La femme noire est le pilier du monde noir dans sa globalité. Et j'insiste beaucoup sur cette nécessité de la mettre en avant, sans discours angélique, en disant que toutes les femmes sont extraordinaires, que toutes les femmes sont gentilles, et que tous les hommes sont méchants. Moi, je ne suis pas dans ces caricatures-là. Mais on ne peut pas mener ce combat sans comprendre l'importance de nos sœurs. Et c'est pour ça que moi, il y a deux femmes qui, pour moi, sont le pilier et le toit de mon âme. Touma, qui est directrice de l'école panafricaine La Moisson, qui avant d'être directrice de cette école, parce que tout ça, ça peut toujours être ponctuel ou temporaire, c'est une enseignante, une éducatrice auprès du peuple. Et il y a Natou, qui est la directrice du magazine Reine et Héroïne d'Afrique, qui, elle, mène un travail de sensibilisation vis-à-vis de la femme noire et de la femme dans sa globalité, parce qu'elle sait que sans ces dernières, le monde noir et le peuple noir n'avancera pas. C'est ce pilier et ce toit qui constitue l'essence de mon combat aussi. Je rajouterai à cette essence ma mère, qui a été celle qui m'a, je pense, le plus imprimé mon caractère, beaucoup plus sur bon nombre d'aspects que quelconque autre personne. Et puis la femme de ma vie, qui est mon amoureuse, qui s'appelle Satero Seba, qui m'arrive à la hanche, qui a 10 ans, mais qui sera bien plus puissante que son papa, je pense. Voilà. Une question venant de Facebook, c'est Kevin Pierre. Est-ce qu'il y a une différence pour toi entre le peuple africain et le peuple haïtien, au moins du côté mentalité et de la façon de vivre? J'ai été choqué de voir les similitudes. Je ne peux même pas, mon frère, résumer à quel point j'ai été bouleversé. J'en parlais à mes très chers frères et sœurs, comme mon frère Claude, à ma très chère sœur Sarah, que ce soit dans les repas, que ce soit dans la manière d'être, que ce soit parfois dans les expressions. Quand quelqu'un meurt, on lui dit « Adieu, Wida ». Je ne m'abuse, une phrase qui se rapproche. Wida, c'est le porc,
C'est la terre dont bon nombre des nôtres ont été arrachés. On est au XXIe siècle. Des expressions telles que celle-ci perdurent. Ça vous montre la surpuissance de notre peuple. Ça vous montre le degré de fusion de notre peuple. Je ne vois pas de différence. Il doit en avoir, comme il peut y avoir des différences de façade entre le Nigeria et le Bénin, entre le Togo et le Sénégal. Il y en a. Donc il y a des spécificités. Il ne faut pas non plus être dans une dynamique de gommer les spécificités. Mais les spécificités n'empêchent pas l'immense ressemblance. Et si je dis qu'Haïti est la capitale du monde noir, c'est que vraiment, les similitudes sont déroutantes, véritablement. Une question pour toi, plutôt personnelle. Pourquoi tu as changé ton nom de naissance? Parce que Stelio, comme c'est un beau prénom, hein, je ne veux pas faire un jeu à mes parents, mais Stelio est un prénom italien. Je pense qu'en voyant ma tronche, vous savez que je ne suis pas italien. Donc j'ai essayé de prendre un nom qui soit l'exacte définition de ce que mes parents m'ont donné. Mes parents, en fait, ont choisi ce nom à la base parce qu'ils consultaient une tradipraticienne qui disait que cet enfant, c'est un enfant qui a quelque chose, qui aura quelque chose, il y aura une petite lumière. Elle n'a pas dit, ça va être quelqu'un qui va sauver, je ne sais trop quoi. Elle a dit, il a une petite lumière. Donnez-lui quelque chose qui mette en valeur cette vibration qui est en lui. C'est ce qu'ils avaient dit à mon père et à ma mère. Et ma mère était passionnée, et mon père aussi, ils aimaient beaucoup un journaliste qui s'appelait Stelio Lorenzi, qui est un journaliste italien qui, selon eux, avait de la classe. Et le prénom Stelio signifie étoile. Et donc, ils voulaient donner quelque chose qui était en harmonie avec ça. Ils se disaient, si j'étais une fille, ils m'auraient appelé Stella. Et je ne suis pas une fille, je n'ai pas encore les ailes. Bon, pour ça. Et donc, ça a été Stelio. Et en grandissant, je me suis dit que Stelio étant italien, je prends la définition que mes parents m'ont donnée, que cette tradipraticienne voulait que j'ai, mais dans une langue qui soit en harmonie avec le paradigme africain. Et donc j'ai pris la matrice linguistique du continent africain qui est le Medu Neter, la parole de Dieu, la parole des ancêtres. Et ça a donné Seba. Stelio et Seba veulent dire exactement la même chose. Ça veut dire à la fois, c'est quelque chose teinté de lumière, ça veut dire étoile. Donc c'est pas je me suis levé un jour, j'ai dit je vais être une étoile. Non, mon nom civil, c'est tout ce que ça veut dire étoile. Et Kémi, c'est l'étoile africaine plutôt que l'étoile italienne. Ça a donné donc Kémi Seba. Voilà. Donc là, c'était l'exacte en fait traduction de ce que mes parents m'ont donné. Okay, une autre question sur Facebook, c'est ok, un moment. Ça c'est une question qui vient d'un auditeur qui écoute en France. Qu'est-ce que tu penses de la montée du Front National? Je pense que le Front National n'est certainement pas l'ami des Africains. Il n'est pas l'ami du peuple originel, mais il y a une réalité qui est claire. On a besoin de sortir du coma. On a besoin de croire que partout où nous vivons, nous sommes dans Alice au pays des merveilles. J'irai même plus loin, dans Mamadou au pays des merveilles. Et donc, je ne fais pas partie de ceux qui sont inquiets de la montée du Front National, parce que mon expérience m'a prouvé que c'est parfois en connaissant l'hostilité la plus pure que l'on se révèle le plus à soi-même. Voilà, tu disais que tu luttes pas contre les négrophobes. Je ne lutte pas contre les négrophobes, et je pense que la négrophobie, paradoxalement, est une grande alliée de la prise de conscience de notre peuple. Je le pense profondément. Et je me méfie quand le système capitaliste occidental vous caresse le crâne et vous dit « Oh, mon chéri Kémi, on peut travailler ensemble. » Je m'inquiète toujours de ça. Je préfère entendre des retombes dans ton pays, sale noir, parce que ainsi, ça va peut-être pousser l'homme noir et la femme noire à se rappeler que même si partout nous sommes, parce que nous avons été trimballés partout, et avant même qu'on nous amène là-bas, nous étions déjà là, il y a un livre du sang bleu à l'encre noire qui illustre aussi de la sœur Natou, qui illustre cette réalité qui est qu'on était là depuis très longtemps. Mais c'est bien aussi qu'on se rappelle la nécessité que la terre-mère, de voir la terre-mère comme notre premier repère. C'est d'ailleurs ce que la sœur Etouma dit régulièrement. Ça doit être le premier repère de nos enfants. Il faut qu'on voit beaucoup plus ce qui se passe sur le continent africain comme le centre de gravité de nos réflexions. Il y a toujours un problème pour nous autres ici en Haïti. Pays du tiers-monde, on est dans l'hémisphère, on est définitivement le pays le plus pauvre de l'Amérique. Et c'est ce qu'ils disent justement. Mais le capitalisme occidental, la pauvreté et conscience noire, autodétermination, c'est un mélange, c'est un cocktail molotov, c'est justement très complexe. Donc comment tu penses que justement l'haïtien d'aujourd'hui, du 21e siècle,
peuple peut avoir cette autodétermination et faire face au capitalisme mondial, à la mondialisation et aussi redevenir. Voilà. Très importante, cher frère. Je te répondrai, c'est un peu ce que j'ai dit lors de la première conférence qu'on a fait lors de notre arrivée ici, que quand on parle de pauvreté, il est nécessaire de parler de qui déclare que nous sommes pauvres, premier point, de donner une définition de ce qu'est la pauvreté, deuxième point, et de savoir véritablement ce qu'est la richesse. Est-ce que la pauvreté, c'est un bout de papier sur lequel il est inscrit, ou du moins, est-ce que être pauvre, c'est ne pas posséder le bout de papier sur lequel il est inscrit dollar, euro, yen ou shekel ou autre? Est-ce que être riche, c'est posséder ces bouts de papier-là qui en un seul coup peuvent être déchirés? En un seul coup, et de toute façon d'ici 100 ans n'existeront plus, il y aura d'autres choses qui les auront remplacés. Est-ce que c'est cela être pauvre? Ou être riche? Moi je pars du principe que la première des richesses, et c'est ça aussi être dans une démarche d'être soit analphabète sur le terrain social, ou au contraire lettré sur le terrain de la compréhension des signes de la nature. La véritable richesse d'un peuple, c'est sa terre. La véritable richesse d'un peuple, c'est ses ressources humaines. La véritable ressource et richesse d'un peuple et puissance d'un peuple, c'est son harmonie avec son environnement, la compréhension de la profondeur de son sol et de ce dont son sol regorge en termes de richesse là aussi. Ça me paraît être dans une dynamique de comprendre le monde dans lequel on vit. Ils nous disent que nous sommes pauvres, mais pourtant tout le monde sait qu'Haïti regorge d'un certain nombre de, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, de ressources naturelles. Tout le monde dit que nous sommes pauvres, mais si nous étions si pauvres, on dit toujours qu'on ne jette des pierres que sur un arbre qui porte ses fruits. Tous les coups que reçoit Haïti n'est dû qu'au fait simplement que l'oligarchie capitaliste comprend parfaitement qu'Haïti est potentiellement parlant l'une des nations les plus puissantes du monde. Et cette jeunesse est l'une des jeunesses les plus puissantes du monde. Le problème, c'est qu'on veut nous faire croire que nous sommes appauvris pour continuer à spolier à la fois nos sols, prendre nos matières premières, prendre nos ressources naturelles et corrompre nos dirigeants, exactement, parce qu'Haïti est une zone géopolitiquement parlant stratégique pour les intérêts de l'oligarchie. Donc, la richesse ou la pauvreté, c'est comme l'illettrisme ou le don de lire. Il faut, je pense, changer de paradigme et comprendre que l'illettré de l'un est le lettré de l'autre. En Occident, on dit que être illettré, c'est ne pas savoir lire de A à Z. En Haïti et dans le monde noir, dans sa globalité, on dit qu'être illettré, ce n'est pas être capable de lire les signes de la nature. Et de la même façon, en Occident, on dit qu'être pauvre, ce n'est pas avoir le billet vert ou le billet violet d'euros. Dans le monde noir, être pauvre, ce n'est pas être capable d'être en harmonie avec sa terre et de protéger cette dernière. Donc nous n'avons pas les mêmes repères, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Et je vous dirais que ceux qui vous disaient que être pauvre, ce n'était pas avoir le billet, sont en train de se mordre les doigts de cela, parce que leur société est en train de s'effondrer, pourtant ils avaient beaucoup de billets. C'est la chute du dollar, c'est la chute de l'euro. On est dans la pire crise mondiale depuis 1929 et le krach boursier. Il faut aussi qu'on soit capable de se poser les questions, de savoir si ceux qui nous racontent ces sornettes à longueur de journée ne sont pas en réalité dans un double discours, parce qu'eux-mêmes, pendant qu'ils disent que être pauvre, ce n'est pas avoir les billets, viennent chez nous essayer de récupérer nos terres. Il y a des questions qu'on doit se poser sur ce point. Hier soir, j'étais à Café Philo. Comment a été l'expérience? Extraordinaire. J'ai beaucoup aimé cette fusion avec le public. J'aime, moi, mon problème, et je pense que ceux qui ont tenté de débattre avec moi ont envie de réaliser, que je me suis formé oratoirement parlant dans la street, pour parler clairement, et parce que j'ai décelé un certain nombre de techniques dans cette rue, je pense être très difficile à bouger en débat. Et la fusion et l'harmonie que j'avais avec le public, pour moi c'était comme un match de boxe. J'étais en mode boumaillé. Et je me suis senti béni, vraiment, qu'il y ait ce degré de communion avec le public à chacune de mes réponses. Et je pense voilà, avoir fait et avoir passé une extraordinaire soirée. Vraiment. Je ne suis pas sûr que ceux auxquels j'ai répondu ont autant aimé la soirée. Mais c'est un autre débat. On va voir ça, puisque c'est filmé et l'émission sera diffusée très bientôt sur les ondes et j'espère que ce sera disponible sur Internet aussi. On diffusera ça sur notre page dès que ce sera possible. Une question pour toi venant de Twitter. Est-ce que tu te trouves dans la lignée de Fatou Diop?
Vous savez, je suis à une étape de mon parcours où j'essaie de voir beaucoup plus ce qui nous réunit que ce qui nous sépare. Et donc je dirais que ce qui nous réunit, c'est la mort du peuple africain. Je vous dirais aussi que le problème qui existe dans notre peuple, c'est que certains, tout en étant des critiques de l'Occident, ont peur de perdre certains avantages qu'ils ont vis-à-vis de cet Occident. De telle sorte que, quand des nègres marrons, réels et complètement déconnectés, sont dans une dynamique de dire il faut qu'on travaille ensemble sans avoir peur, ceux qui ont des intérêts minimum avec l'Occident, ceux qui veulent être bien vus, la gauche bien pensante d'Occident, paternaliste d'Occident, vont dire ce nègre marron-là est trop dangereux, est trop subversif. Donc moi j'essaie d'être conséquent. Je dis que l'oligarchie d'Occident est mon adversaire, donc je ne veux pas davantage de cette dernière. Mais c'est ma soeur. Si tu me demandes celle dont je me sentirais beaucoup plus proche, je te dirais que je me sens beaucoup plus proche d'une Aminata Traoré par exemple, et j'irai plus loin. Moi je suis un fils de Winnie Mandela. C'est quelqu'un dans lequel je me reconnais 1 milliard de %, dans lequel je me retrouve. Et je me sens beaucoup plus proche de cette dernière que... Ah oui, il n'y a même pas photo. De Nelson. Moi, mon héroïne est Winnie Mandela. On en revient encore aux femmes. Quand la femme noire rentre en guerre ou en résistance, je pense qu'elle est inégalable. Il y a Angela Davis qui est en Oui, Haïti. j'ai cru apprendre ça. Ouais, voilà. C'est une bonne semaine pour être en Haïti. Tu l'as déjà rencontré? Je l'ai jamais rencontré. Comme j'ai dit, je suis là pour voir ce qui nous rassemble, mais pas ce qui nous sépare. Donc, moi, je retiens d'elle le symbole de dignité pour l'homme et la femme noire. Je suis beaucoup moins dans cette perception du combat qui peut être rendu intelligible de manière systématique auprès des Occidentaux, moi, les Marcuse, etc. La gauche bien pensante qui adore ma sœur Angela Davis, j'ai du mal. Je te le cache pas. Cette gauche paternaliste qui a aimé cette démarche du féminisme telle que structurée par Angela Davis. C'est pas Angela qui me pose problème, parce que je l'aime, c'est ma soeur, c'est ma mère, mais cette gauche paternaliste qui me semble fascinée sur ce terrain par cette dernière, j'ai du mal. Mais ça reste une maman. Si tu me demandes qui je préfère entre Angela Davis et Kathleen Cleaver, je te dirais Kathleen Cleaver, par exemple, de loin, mais ça reste une maman qui a son combat. Et je pense qu'il faut qu'on soit aussi dans cette dynamique de toujours voir, je le disais tout à l'heure, ce sur quoi on se rassemble. Et donc ce sur quoi on se rassemble, c'est que je pense qu'on aime notre peuple tous. On a différentes méthodologies. Je ne prétends pas être celui qui a la meilleure méthode, loin s'en faut, on n'a pas le même parcours. Et on ne vit pas dans les mêmes zones, on n'a pas mené le travail ou initié le travail à la même époque. Mais c'est une maman que je respecte et que j'aime. En tant que mère, j'ai beaucoup de mamans, j'ai beaucoup de papas. C'est ça la famille africaine. Et tu vas rester combien de temps encore au pays? Je pars dimanche parce que la prochaine étape de la tournée, c'est la Guyane puis le Brésil. Après, je dois aller au Sénégal pour reprendre la télé, pour revoir la partie de ma famille restée au Sénégal. Après, je vais aller en Inde, voir la communauté africaine ostracisée là-bas et voir aussi les Noirs, Dravides, Indiens opprimés là-bas. Il y a un grave problème, même pour les touristes. Exactement, exactement. Et donc, quand il y a problème, on met le nom de Kaïs sur le projo, j'arrive. Comme dirait l'autre, comme Batman dans Gotham. Donc, Tu voilà. parles aux politiciens, mais pourquoi c'est souvent très difficile d'appliquer les visions prônées en campagne électorale, par exemple, pour certains politiciens que tu as peut-être rencontrés? Très important, je pense, parce que le problème est qu'on fait l'erreur de penser que la politique se résume à cette sphère électorale. Il faut savoir que quelqu'un qui pose les règles d'un jeu ne laissera jamais quelqu'un d'autre rentrer dans ce jeu-là et ne pas respecter les règles. Nous vivons dans un monde globaliste où les règles de la vie politique sont dictées par une élite qui n'a pas de finalité. Et donc, quel que soit le degré de sincérité des candidats, ils ne sont déjà pas tous de la base, mais c'est une autre histoire, quand ils rentrent en scène, il est très difficile pour eux de tenir leurs engagements parce qu'ils découvrent l'envers du décor. On est dans un monde politique où celui qui détient le pouvoir n'est pas celui qui s'assoit sur le fauteuil, mais celui qui tend le fauteuil.
celui qui détient le pouvoir n'est pas celui qui porte la couronne, mais c'est lui qui pose la couronne sur la personne qui la reçoit. Et l'autre force qui détient le pouvoir, c'est la société civile, mais elle ne le sait pas encore. Et au XXIe siècle, je peux dire qu'on est dans une migration qui était prévue depuis très longtemps par certains analystes, hein, notamment Jen Sharp, qui est loin d'être quelqu'un que j'apprécie, mais il avait une lucidité dessus. Un idéologue américain impérialiste qui savait que tôt ou tard on allait passer de la transition entre le centre de gravité du pouvoir qui serait installé à l'intérieur de la sphère électorale et qui migrerait vers la société civile. Et nous avons le pouvoir. Et si des politiciens, des ministres aujourd'hui, j'en vois un certain nombre, hein, il faut le savoir, parce que moi je ne ferme pas la porte aux gens. Mon centre de gravité, mon obsession, c'est la rue. Donc c'est d'elle dont je suis beaucoup plus proche, il n'y a même pas de débat. En Afrique et partout ailleurs. Mais quand il y a des politiciens qui me paraissent être sincères, qui veulent discuter en privé, je les vois. Je les vois dans ma maison vétuste, humble, et où je vais chez eux. Mais je leur dis toujours que la meilleure façon qu'ils appliquent leurs idées, c'est qu'ils sortent de cette prison politique dans laquelle ils sont installés et qu'ils reviennent dans la rue. Parce que c'est dans la rue où ils sont le plus libres. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sur le continent me voient plus comme un ministre. Ministre, étymologiquement parlant, on va dire ministère serviteur. Me voient beaucoup plus comme un serviteur de leur cause que les prétendus ministres en BMW, en 4x4 qui roulent dans des endroits où il n'y a pas de route. Voilà. Il y a un haïtien qui a... Tu as été au Maroc. J'étais au Maroc, parler de la négrophobie. Il y a tellement de commentaires, j'ai pas pu retenir son nom. Il te salue. Il avait pris une photo avec toi en fait, donc c'est un haïtien que tu as rencontré au Maroc. Oh, je me souviens de lui. Eh ben ok, là. Il y en avait deux qui parlaient tout le temps. Ils parlaient tout le temps. Et oui, j'étais venu au Maroc parler de deux thèmes. Parler de la nécessité du panafricanisme et que le Maroc se rappelle de la grande personne qui est Mehdi Ben Barka, qui était un grand monsieur. C'était un Marocain, un arabe ou un bédouin, et qui était extraordinaire en termes de vision. Et je suis venu au Maroc pour rappeler qu'il serait temps que le peuple du Maroc se rappelle de Mehdi Ben Barka, ou se rappelle même de la vision de Hassan II pour l'Afrique, parce que Hassan II est un fils d'une femme noire, on ne le dit pas, d'une mère noire. Et que le Maroc cesse de se comporter comme des gens qui voudraient être ce qu'ils ne sont pas. Ils ne seront jamais blancs, ils ne seront jamais les Occidentaux, qu'ils arrêtent cette fumisterie. Et je suis venu aussi parler de la négrophobie qui gangrène une bonne partie de la société. Et je suis venu dire que là où il y aura la négrophobie, ils trouveront des gens comme nous sur leur terrain, sur leur chemin. Il y a eu des Kadhafi en Afrique. S'il y a eu des Kadhafi, chaque Maghrébin peut se retrouver en ce dernier, comme chaque Noir africain se retrouve en Kadhafi. Ou en tout cas bon nombre d'entre nous. Voilà. Tu aurais un message pour... Haïti est un pays, il y a toujours des troubles politiques. Et c'est justement c'est pas justement ce moment-là. Si tu aurais un message aux politiciens haïtiens, ce serait quoi? Le message aux politiciens haïtiens, ce serait que ils arrêtent de suivre une seule façon de faire la politique de manière générale. Ils s'inspirent de nos voisins sur le terrain géographique, de personnes comme Chavez, qui aujourd'hui ne sont plus là et on essaie de déstabiliser son héritage. Castro. Evo Morales. Evo Morales montre que la richesse n'est pas ce qu'on veut nous faire croire. Qu'ils arrêtent de faire les pimps. C'est vrai. Pimp my ride, etc. Arrêtons ça. Qu'ils arrêtent de se comporter en personne qui pensent que pouvoir signifie simplement opulence, richesse ou autre. Le peuple haïtien mérite mieux que ça. Le peuple noir mérite mieux que ça. Et qu'ils se souviennent que le bois caïman ne s'est pas fait dans une maison luxueuse, mais dans l'endroit où il s'est fait. Il a laissé une trace pour l'humanité dans sa globalité. Je terminerai en disant une phrase qui illustre cette notion de pouvoir. La question n'est pas qu'on croit en Jésus ou qu'on n'y croit pas. C'est une phrase qui m'a intéressé, c'est une phrase de Luther King qui disait à la période où Jésus vivait, donc
pour ceux qui pensent que Jésus a existé. Parce que je dis ça parce que je suis obligé toujours de m'adapter à mon public. Il y a des gens qui pensent qu'il n'a pas existé, d'autres qui pensent qu'il a existé. Il y a des panafricains anti. Je suis croyant en une force supérieure. Je m'inscris aujourd'hui dans une dynamique qui est celle de la tradition. Et en l'occurrence, quand je suis à Ouida au Bénin ou quand je suis à Haïti, Terre du Vaudoun, c'est une dynamique dans laquelle je me reconnais. Mais j'ai un profond amour pour le soufisme et la perception qu'il a de l'ésotérisme, c'est quelque chose dans lequel je me reconnais profondément. J'ai un profond amour pour le Kebra Negas, c'est pour la réflexion Rastafari. J'ai un profond amour pour un certain nombre de choses et c'est ce qui fait que les débiles, excuse-moi le terme, mais il y en a, hein, que je peux voir par-ci par-là, je ne leur réponds même pas, que certains débiles sont dans une dynamique toujours de dire « Ah, Kémy, il dit qu'il est à la fois dans la tradition. » Non, je suis quelqu'un qui s'inscrit dans la dynamique de la métaphysique. La métaphysique, c'est sortir des cases puériles, parce que notre peuple est un peuple spirituel, est un peuple qui a une vision globale. Et j'ai initié mon processus en 2014 d'initiation au Vaudoun. Et c'est quelque chose dont j'ai besoin pour avancer. Ce n'est en aucun cas un tabou. Voilà. Et ceux qui n'ont pas le degré intellectuel pour comprendre ça, je les laisse. Et ils savent, et je pense qu'ils se reconnaîtront. Et je réponds à ta question. Ta question était, excuse-moi, j'en profite, hein, j'en profitais pour lancer quelques petits pics, j'aime ça. Non, c'est un message aux politiciens. Aux politiciens, je dirais, voilà, et moi je parlais de la phrase de Luther King, excuse-moi, ce qui est très important. King disait qu'à l'époque où Jésus-Christ vivait, le pouvoir et le puissant, c'était celui qui avait soi-disant l'argent, en l'occurrence Jules César. Aujourd'hui, 2016 ans après Jésus-Christ, on dit que comment dirais-je, le calendrier est fixé non pas en fonction de la naissance de Jules César, mais en fonction de la naissance de celui qui était un petit prédicateur, en l'occurrence Jésus. Ce qui sous-entend que le pouvoir n'est pas le pouvoir de l'or, du métal, de la monnaie, mais c'est le pouvoir de la parole qui est capable de libérer les cœurs. Et c'est cette dynamique dans laquelle je m'inscris, où que j'aille en Afrique subsaharienne, que j'aille en Amérique du Sud, que j'aille dans le monde arabe, partout où nous allons. Je rappelle aux nôtres que le véritable pouvoir, c'est celui qui est capable d'être proche du peuple, de toucher ce peuple, de parler le langage du peuple. Ce n'est pas celui qui est dans une dynamique, ou ceux qui sont dans une dynamique d'amasser des prétendues richesses, qui ne sont que des richesses illusoires par rapport à ce monde où le matériel se conjugue d'abord en priorité avec l'immatériel. Ne vous éloignez jamais de ce pourquoi Dieu vous a créé. Dieu vous a créé pour être des rois et des reines, pas pour être des valets. Beaucoup pensent que le paradis d'Haïti se trouve à Miami, à Paris, à Londres, autres. Mais je peux vous assurer que ce que vous pensez être un enfer est un paradis pour tous les Africains, où qu'ils soient. Quand je dis paradis, je m'explique, pas les difficultés sociales auxquelles nous sommes confrontés, mais la terre que nous foulons ici. J'ai fait une confidence à certains frères et sœurs ici durant ce voyage en disant que quand je marche dans ces rues, je l'ai même dit à ma famille, je me dis que si je pouvais même, je m'installerais en Haïti. Et je ne vais pas lancer de scoop, parce que le problème c'est que je travaille à la télé au Sénégal, et c'est pour... D'ailleurs, je suis en absence, en tournée depuis trop longtemps, et la directrice des programmes me met des coups de pression réguliers à ce sujet, donc je dois aussi rentrer. Mais il est évident que dans les temps à venir, je serai beaucoup plus régulièrement à Haïti. Entre Haïti, Dakar et Bruxelles, parce que c'est un petit peu mes trois pôles. L'Afrique, pour moi, la capitale de mon activité là-bas, c'est Dakar. La diaspora, la capitale de mon activité là-bas, c'est Bruxelles, parce que c'est la capitale de l'Union européenne. Je n'avais pas encore les Amériques en termes de point de fixation. Haïti est aujourd'hui mon point d'ancrage. Je viendrai tôt ou tard, beaucoup plus longtemps, beaucoup plus tôt que tard sur cette terre. On t'apprend, cher frère. Et je vais te rajouter, sans donner l'impression que je suis quelqu'un qui n'est pas ce qu'il est, en l'occurrence qui aimerait les hommes trop, non. Mais je t'aime vraiment, mon frère, vraiment. Et je te remercie du travail que tu effectues, parce que tu effectues un travail de sensibilisation pour les masses. Je dis toujours qu'il n'y a aucun travail d'élévation qui ne se fait sans comprendre le devoir nécessaire, obligatoire, de se relier aux masses. Donc merci infiniment. Alors à bientôt, bon fin de séjour. Merci infiniment. Parfait. Voilà, nous allons proposer, nous là, je vais dépasser l'heure, et puis l'heure tournée, nous allons recevoir l'équipe Ta Santé qui est avec nous déjà dans le studio. Mais vraiment, si vous avez besoin de suivre Kémy, allez sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Côté que je suis très actif et on va besoin de plusieurs détails sur ce qu'il fait, etc. Et
li gen liv li yo pou kapab cheke, Obscure Époque avec Supra Négritude qui disponible. Merci tout le monde qui t'a suivi et nous connaissons qui s'allie, partager et interviewer et nous connaissons que la disponible sur podcast sur Karel Latou si vous voulez ou étendre pendant la journée et tout le restant qui a venu. Merci tout le monde, la proposant à